Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais tenter de faire l'exercice que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir avoir une vidéo en face de moi, l'écouter et y réagir. Dans cet exercice, j'essayais de tenir un discours continu et direct. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de moments de flottement par rapport au moment où je réfléchissais et par rapport au moment où j'entendais ce qui était dit. Ces moments de flottement, j'espère qu'ils ne vous paraîtront pas trop directs, pas trop bruts. J'espère que au montage, je réussirai à faire quelque chose d'assez appréciable à la vue, à l'écoute, etc. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui ne fait pas forcément polémique, mais qui reste beaucoup à débat, visiblement. C'est un sujet dont les gens aiment à débattre. Nous allons parler de la critique, et celle qu'on peut voir essentiellement sur YouTube. Pas seulement celle qui se veut être critique de youtubeurs ou je ne sais quoi encore, non, la critique. Visiblement, et selon ce que les gens partagent sur internet, il semble y avoir plusieurs courants de pensée sur ce qu'est la critique, sur ce qu'elle doit être et comment elle doit être réfléchie. Il existe donc un courant qui semble être celui prédominant sur YouTube, à savoir celui de donner son point de vue. Donner son point de vue de manière générale sur ce qu'on critique. Même peut-être sans rigueur, même parfois sans rigueur du tout, donner son point de vue, son avis. Parce que visiblement on part du principe d'avoir un esprit critique. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir un esprit critique? Ça veut dire juste avoir deux neurones qui se touchent en haut et du coup voilà, ça y est, on est un critique? L'esprit critique de base, oui, c'est un petit peu ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des connexions logiques et que du coup on arrive à des conclusions qui semblent être plus ou moins des vérités. Le principe véritable de l'esprit critique, c'est de vouloir pousser à réfléchir et ne pas se reposer essentiellement sur ce que l'on sait, aller plus loin que ce que l'on sait. Mais étonnamment, certaines personnes trouvent qu'avoir un avis sur une œuvre, sur quelque chose, fait de vous que vous avez un esprit critique. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Passons là-dessus et passons à l'autre courant. Je sais qu'il existe plusieurs autres courants, j'ai envie d'en parler d'un seul autre, celui que moi j'apprécie plus, celui qui est plus scolaire, plus académique. Alors que pourtant les gens qui me suivent doivent le savoir, je ne suis pas scolaire ni académique. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans tout ce qui était scolaire et académique. Par exemple, un exemple tout bête, l'université, je n'apprécie pas ça du tout. Pas du tout. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je trouvais qu'il semblait être important d'être académique dans ce que l'on fait. Je vais m'expliquer pourquoi. Être académique, c'est important dans le sens où on acquiert la logique. Ou, d'une certaine manière, puisqu'on apprend des manières de s'exprimer et de comprendre, on finit par avoir des compétences. Ces compétences, par la suite, elles nous servent à nous exprimer et à comprendre de nouveau. On apprend à s'exprimer et on apprend à comprendre pour ensuite s'exprimer et comprendre. Et si, pour pouvoir arriver à un tel statut, il faut passer par un académisme, je trouve que c'est assez normal. Un ébéniste ne devient pas ébéniste juste parce qu'à un moment dans sa vie, il a fait 2 taillades dans un bout de bois. Non, il a fallu qu'il comprenne quels étaient les outils, comment sculpter le bois d'une certaine manière pour ne pas qu'il se fissure, comment le sculpter d'une autre manière pour pouvoir lui donner des formes. Il faut un certain académisme dans l'apprentissage. Et plus tard, lorsqu'on aura fini d'apprendre, ou lorsqu'on aura considéré qu'on a fini d'apprendre, et qu'on a envie
de faire apprendre, lorsqu'on a envie de partager son savoir, je pense qu'il est nécessaire également d'avoir dans le discours qu'on tient un certain académisme qu'on doit faire passer à son interlocuteur. Reprenons l'exemple de notre ébéniste. Il avait, quand il était plus jeune et qu'il était apprenti, un maître qui lui a appris les outils, la manière de sculpter, comment sculpter pour faire des formes, etc. Lorsque cet apprenti deviendra maître à son tour et qu'il décidera, s'il le souhaite, d'avoir des apprentis par la suite, il ne pourra pas se contenter de dire à ses apprentis « taillez, sculptez, allez-y ». Par la suite, ce nouveau maître devra, lui aussi, comme son maître avant lui, apprendre à ses apprentis comment sculpter, quels sont les outils, comment faire pour faire des formes dans le bois. Il ne pourra pas se contenter de dire à son apprenti « Eh bien non, ce que tu as fait n'est pas bon », et sans lui expliquer ce pourquoi ça n'a pas été bon. Alors que lui le sait, il a le savoir. Il a le savoir en lui. Mais le savoir pour être transmis doit être bien transmis. D'où l'intérêt d'apporter de l'intérêt à l'académisme. Je vous parle de tout ça pour vous dire que, malgré mon passé, j'ai un certain académisme dans mon apprentissage. Et je considère que ce que je suis en train de faire sur YouTube avec mes vidéos en ce moment, ça se réfère à de l'apprentissage de la critique. Comment être un bon critique? Comment être critique même tout court? C'est pour ça que j'accorde de l'importance au métier. Et j'aimerais revenir sur une des choses qui me paraissait être la plus importante dans le triptyque que je faisais sur comment Squeezie influence le jeu vidéo. Cette chose, c'est les mots ont une importance. Mais plus que les mots ont une importance, je considère maintenant que les mots ont une signification. Si des gens, pendant des siècles, se sont embêtés, peut-être pas forcément embêtés, mais se sont tués à la tâche, on pourrait peut-être même dire ça, si ces gens ont passé tant de temps de leur vie à écrire des dictionnaires, à écrire des encyclopédies, à remonter jusqu'à la source même de la racine des mots, ça n'est pas en vain. Le mot de critique, ou tous les mots de manière générale, n'ont pas la signification que vous voulez leur attribuer. Ils ont une signification qu'on leur a attribuée et qu'il faut prendre en considération. La chose est telle que ça m'embête. Ça m'embête parce que le terme de critique a une définition. Il a une définition dans le dictionnaire que l'on peut consulter dès qu'on le veut. Dès qu'on peut, quand on veut, quand on peut. Et le fait qu'à cause ou grâce à Internet, on attribue aux mots le sens qu'on veut leur attribuer, ce fait-là m'embête. Énormément. Ce fait m'embête dans le sens où, à la longue, on finit par dévaluer le sens des mots. Et c'est très grave. Ça m'embête parce que si on finit par ne plus accorder de la valeur aux mots, eh bien les mots, à la longue, n'auront plus de valeur. On pourra dire ce qu'on veut sans que ça n'ait de réelle importance, sans qu'il n'y ait de fond. Et on appréciera quand même. On finira par avoir une langue où tout et rien veut dire la même chose. Je me suis égaré un petit peu, on va essayer de revenir à notre sujet et à la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui à quelqu'un qui se dit être critique de cinéma, parce que c'était du cinéma. On n'avait pas forcément établi que c'était du cinéma, mais je le dis maintenant, quelqu'un qui se dit être critique de cinéma. On s'intéresse donc à quelqu'un qui se dit être critique de cinéma, et comme je veux le faire pour la dernière vidéo qu'on avait fait la dernière fois sur le triptyque comment Squeezie influence le jeu vidéo,
Je ne vais pas citer qui est le youtubeur, je ne vais pas citer le nom de la vidéo, car je vais m'expliquer un petit peu sur la démarche, je n'ai pas envie d'inciter, ni même de montrer d'une quelconque façon au clash, que j'ai envie de faire un clash. Ce n'est absolument pas le point de vue, ce n'est absolument pas l'objectif de cette vidéo. Le but ultime est véritablement d'écouter ce qui nous est dit et de conclure avec ce qu'on a compris, quelque chose à la fin, sans avoir des, des biais, tout simplement des biais. Des biais par la personnalité, des biais par la notoriété, etc. Allons-y gaiement. La nostalgie, c'est un sujet assez casse-gueule. Elle a toujours existé, on a toujours trouvé que l'herbe était plus belle de l'autre côté de la barrière, mais aussi qu'elle était plus belle des années auparavant. Les années 2000 regrettaient les années 80, les années 80 regrettaient les luttes des années 60, et les années 60 regrettaient 20 ans avant les... Ouais non, il n'y avait pas grand chose à regretter. Il n'empêche que depuis des années, les produits doudou nostalgiques se sont concentrés sur une seule période, les années 80. Ce que j'entends par doudou nostalgique, c'est que cette période correspond actuellement à un moment que nos grands-parents regardaient en souriant, que nos parents vivaient pleinement, et que pour les gens de mon âge... Je suis déjà obligé d'arrêter. C'est incroyable. Je tiens déjà à préciser une chose. C'est incroyable le monde dans lequel on vit. Parce que ça fait à peine 40 secondes que cette vidéo a commencé et qu'il y a 36 000 informations qui viennent de nous être balancées. Pas forcément 36 000 informations intéressantes, parce qu'on aura eu le temps de caser une petite blague sur le fait qu'il n'y avait rien à regretter dans les années 40. C'est une blague, je ne jugerai pas de la valeur d'une blague. Cela dit, elle est présente, mais bref, en 40 secondes, voilà. La nostalgie, nanani, 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 nanana. Calme-toi, on a le temps, c'est bon, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Non mais c'est incroyable de voir qu'on n'a plus le temps. Enfin bref, cette personne établit donc une chose qui semble être l'une des principales informations qu'il faut prendre en compte par rapport au développement de cette vidéo, c'est qu'on va parler de nostalgie. Cette personne nous dit donc de but en blanc, la nostalgie c'est casse-gueule. D'accord, très bien, en quoi et pourquoi? Eh bien, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Enfin si, on le saura à partir d'un seul instant. Cet instant, je vais vous le dire juste après. On va développer sur la nostalgie quelques instants. La nostalgie, c'est un sentiment que je ne partage pas souvent, voire très peu. Alors oui, je suis en train de complètement vous dire quelque chose de personnel et de subjectif, mais je l'assume. Et je tiens à le préciser, c'est une partie que j'assume complètement à partir de maintenant et d'après. Je n'ai pas d'attache par rapport à la nostalgie. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de la nostalgie. Je comprends qu'on puisse aimer des choses qui sont parues il y a longtemps, en attendant, rechercher la nostalgie pour y rechercher quelque chose que l'on n'est plus, ou qui n'est plus, je trouve ça triste. Et c'est quelque part une forme de nihilisme. Tenter de négativer son existence, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourtant, j'ai un exemple tout bête, vous pouvez le voir là tout de suite maintenant. J'ai avec moi un Woody, avec son chapeau. J'ai perdu le chapeau, j'ai trouvé le chapeau. J'ai un Woody avec un chapeau. Là-haut, on ne voit que le bas, juste ici, j'ai un Buzz l'éclair. Ce sont des jouets de films qui sont parus quand j'étais plus jeune. Pour autant, quand je regarde ces films,
je ressens le même sentiment. Je ne me dis pas « Ah ouais, c'était vachement bien quand j'étais jeune et que je regardais ça ». Je me dis « Putain, ce film est vachement bien maintenant, tout de suite ». Je ne me dis pas « C'était mieux avant ». Je n'ai pas le sentiment de « C'était mieux avant ». Alors que des gens cherchent le sentiment du « C'était mieux avant », c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais enfin bref, passons à autre chose, si vous le voulez bien. Là où le youtubeur dit que la nostalgie est casse-gueule, c'est parce qu'il ne voit la terminologie du mot que par son prisme à lui, c'est-à-dire le cinéma. Et ça, on ne le comprend que si on connaît la personne, que si on connaît la ligne éditoriale de la chaîne YouTube que tient cette personne. Si une personne vient et vous dit « Parler de nostalgie, c'est casse-gueule », alors qu'il sait très bien de quoi il parle lui, vous allez lui dire « D'accord, très bien, mais dans quel domaine? De quoi est-ce que tu parles exactement ?» Ce n'est pas méchant, je tiens à le répéter quand même, ce n'est pas méchant, mais dès le début, dès la première phrase, cette vidéo ne s'adresse qu'aux gens qui voudront la regarder, ou qui ont de l'intérêt pour la personne. C'est particulier. C'est particulier. J'ai dit que je ne serais pas méchant, donc je n'ai pas d'autre mot que c'est particulier. Progressons. Parce que oui, il s'en est passé des choses en 40 secondes, et je vois que cette vidéo est très longue, et si on s'arrête comme ça toutes les 40 secondes, parce qu'il y a 36 000 informations à la seconde, ça va être très long. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va nous parler ensuite des doudous, je ne sais plus quoi, doudous nostalgiques, je crois. Bon bref, progressons. Nous regrettons de ne pas avoir connu tant la vie semblait plus belle. C'était le moment des révolutions culturelles, des révolutions sociales, des révolutions vestimentaires qu'on a bien fait pour certaines de laisser dans le passé. C'était le moment des programmes que l'on regarde encore aujourd'hui, des chansons qui sont devenues immortelles, des artistes qui ont laissé des traces de légende. C'était le moment, celui qu'on n'a pas oublié, celui qui a laissé plus d'impact que tous les autres avant lui. Voilà, alors là, il nous dit donc les doudous, machin, mon cul m'habite. Les doudous qui semblent être les choses du passé qu'on apprécie. Donc exactement ce que je vous ai dit par rapport à Toy Story. Mais ce que j'ai précisé avec Toy Story, c'est que cette chose-là n'est pas faite pour me dire j'étais un enfant qui aime Toy Story. Non, c'est je suis une personne qui aime Toy Story. Bref, passons. Il nous explique qu'avant, donc, c'est encore une fois particulier, un peu présomptueux, quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est tout le temps la même image? Probablement vrai, mais c'est tout le temps la même image. Je suis désolé, ça m'a perturbé pendant quelques secondes. Pardon, c'est ma faute. Tel un papillon qui vole... Ah, pardon. Donc je disais que les propos qui sont tenus tout de suite, là maintenant, sont assez présomptueux. Sans pour autant être faux, ils sont présomptueux. Il nous dit que, lors des années, dirons, nous, 60 à 2000, c'est le plus grand des moments. Le plus grand des moments dans tout ce qui est en termes de révolution culturelle. Oui, très bien. En quoi? Pourquoi? Parce que? Très bien. Pas de problème. Je l'accepte alors. Si on voulait aller au fond des choses, on le saurait peut-être. De but en blanc, moi je dirais qu'il y a tous les principes de guerre qui se sont achevés, donc des principes de paix qui s'établissent peu à peu parmi tout. J'essaye de trouver ce en quoi, pourquoi les années 60 à 2000 sont les années importantes, ou tout du moins des années importantes culturellement. Donc oui, la guerre, la fin des guerres, la guerre froide, à savoir
Est-ce qu'on va encore avoir une autre guerre? Non, essayons de maintenir la paix, essayons d'avoir la paix, la naissance de l'Union européenne, le début de la médiatisation, le début de la médiatisation pour tous, pardon, avec la commercialisation de la télévision, les mouvements sociaux, comme par exemple tout ce qui est lutte contre la guerre au Vietnam aux États-Unis, tout ce qui est guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, etc. Donc oui, il s'est passé plein de choses pendant ces années 60 jusqu'à 2000. Ça aurait été intéressant de nous le dire, ça aurait été intéressant de nous le montrer, et ça aurait été intéressant de nous démontrer en quoi tout ce qui s'est passé est devenu décuplé, et qu'est-ce qui a décuplé cette chose? On ne le sait pas là, on ne le sait pas. C'est comme ça, c'est un état de fait. Très bien, c'est un fait, pardon. J'emploie trop souvent l'expression état de fait alors que dans ma tête ça veut juste dire c'est un fait. C'est un fait, acceptons-le. Alors que pourtant des constructions démographiques, sociales et culturelles qui explosent du jour au lendemain, il y en a toujours eu. Toujours. Il y en a toujours eu. Et il y en a qui ont été beaucoup plus importantes que celles qu'on a connues pendant les années 60 à 2000. Là, je suis sûr, vous allez forcément me demander un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Nous sommes en l'an 2018. Un truc qui s'est passé il y a 2018 ans, quelque chose que l'on considère comme étant l'année de référence pour tout ce qui est la planète, pour la plupart des habitants de la planète, l'événement qui est un événement culturel, spirituel, social, c'est-à-dire la naissance de Jésus, est devenu et est encore aujourd'hui la référence dans ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir nous sommes en l'an 2018, après Jésus-Christ donc. Alors oui, je fais encore usage de la religion dans une de mes vidéos, à croire que soit je suis un fanatique, soit je suis complètement athée. Ça, j'en ai rien à foutre, vous ferez ce que vous en voudrez. Mais il y a des choses qui sont tout autant impactantes encore aujourd'hui. Dans les pays d'Afrique, par exemple, alors attention, hein, là je vais peut-être sur un terrain complètement miné, mais enfin bref, je crois que je sais à peu près ce que je dis. Hein. Si jamais je me ferai taire par la suite au montage, mais sinon normalement je sais à peu près ce que je dis. S'il a existé pendant de très longues années des guerres en Afrique, ou tout du moins des guerres interethnies, ça part d'une chose simple, entre guillemets, ça part essentiellement du conflit chiite-sunnite. Ça part d'une interprétation de personnes qui considèrent que soit une personne, soit une autre est le descendant du prophète. Et oui, c'est encore de la religion, je le sais bien, mais il existe encore des conflits actuels dans des pays qui existent alors que ça s'est passé il y a des siècles. Dire que les 40... Allez, maintenant, parce que maintenant nous sommes en 2018, dire que ces 60 dernières années sont plus impactantes pour nous que tous les milliards d'années qui se sont passées avant, je trouve ça très présomptueux à dire. Oui, c'est apporter du crédit à sa parole, donner du cachet à ce que l'on dit pour la suite, pour ce que l'on va dire après, pour ce qu'on va dire après, pardon, pour ce qu'on va développer. Oh, ça m'emmerde des pubs par contre, hein. Les youtubeurs, hein, c'est pas parce que vous pouvez vous permettre de mettre des pubs sur une vidéo qu'il faut le faire à tout bout de champ, ok? Moi je peux pas en mettre et ça me fait chier. Bon, bref, on s'en fout. Passons. Il nous dit que donc c'était plutôt sympa pendant tout ce moment-là. Je sais par la suite qu'il va nous dire que c'était pas si sympa que ça, donc progressons.
Il n'empêche que c'est quand même se mettre des grosses œillères que de penser que tout était beau et joyeux à cette période. Comme à chaque décennie, elle a eu son lot de merde assez infâme. Mais voilà, années 80, 90, 2000, l'être humain a toujours eu besoin de nostalgie à assouvir pour se sentir bien, pour se sentir rassuré, pour avoir sa dose de réconfort dans un monde actuel qui ne lui convient pas et qui l'oppresse chaque jour un peu plus. Vous êtes oppressé. Vous êtes oppressé, vous avez besoin de nostalgie. Donc oui, effectivement, pendant les années 60 à 2000, nous n'en retirons que le bien. Comme nous ne retirerons que le bien que ce qui s'est passé pendant les milliards d'années qui nous ont précédés. Tout du moins, nous tenterons d'en retirer que le bien. Nous souviendrons de ce qui a été mal et nous pallierons à ces choses qui n'ont pas été bien. Notion de bien ou de mal, bref. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Je n'ai pas spécialement envie de définir ce qui est bien, ce qui est mal. On n'est pas là pour ça. Vous avez très bien compris où je voulais en venir. Est-ce que pallieront est un mot? Est-ce que le fait de pallier se dit nous pallierons? Est-ce que je ne viens pas de dire on va pâlir? On va voir ça tout de suite. J'arrive. C'est bon, Internet m'a donné raison. On dit bien nous pallierons. Ouais. Donc, ce que nous dit cette personne, c'est que visiblement, de tout temps, les gens ont besoin de nostalgie pour se sentir mieux. Ah bon? Ah bon? Très bien. Alors, n'allez pas croire que je fais exactement la même chose. Je vous ai dit précédemment, je ne suis pas affecté par la nostalgie, et là je viens dire ensuite, par la suite, je contredis ton argument parce que moi je suis un exemple de quelqu'un qui ne suis pas sensible à la nostalgie. Non. Parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous dire, on a besoin de nostalgie, et plus tard, on verra bien dans la suite de la vidéo, il va développer pour dire, c'est de la nostalgie, donc vous en avez besoin. Bref, non. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est plutôt le fait que, il dit, sans broncher, les gens ont toujours eu besoin de nostalgie pour se sentir bien dans un monde qui les oppresse de plus en plus. Sur quels critères? Qui dit ça? Quelles sont les informations qui nous disent ça? Alors attention, n'essayons pas de rentrer dans une espèce de chasse aux chiffres, comme quoi forcément nous avons besoin de chiffres pour nous dire que, je ne sais pas, 60% de la population se sent oppressée. Bref, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, non, c'est plus comment ces personnes arrive à la conclusion que les personnes ont besoin de nostalgie parce qu'ils se sentent oppressés. Qu'est-ce qui définit ça? J'aimerais avoir des exemples, des recherches, quelque chose. Pas juste, je l'ai dit, donc voilà. Faudra bien un peu le croire, parce que sinon, si tu le crois pas, voilà. Mais je l'ai dit de toute façon, vu que je l'ai dit, faut le croire. Il n'y a pas d'argumentation. Ce qui est développé n'est jamais étayé. Bref, progressons. Et du coup, forcément, ça se ressent dans les produits culturels. On est abreuvé continuellement de produits marketés pour faire résonner cette fibre nostalgique, pour jouer avec une corde sensible de manière assez putassière, sans produire à chaque fois de vrais contenus novateurs. On le voit dans les films qui... C'est donc ce que je vous disais. Il a mis en place le fait que les gens avaient besoin de nostalgie, et donc ça se fait ressentir sur la culture. Bon, d'accord, très bien. Alors, on va peut-être pas voir les mêmes films au cinéma. On va peut-être pas voir on n'entend même peut-être pas les mêmes musiques. On joue peut-être pas au même jeu. On lit pas peut-être les mêmes livres. Mais il y a quelque chose qu'il faut réussir à comprendre, c'est que s'il y a 50 pleu de marketeurs qui
considèrent que c'est super important de refaire un Jurassic Park, etc., c'est parce que c'est un besoin d'argent. Ça n'est pas un besoin de satisfaire les gens oppressés par le monde qui ont besoin de nostalgie. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à cette conclusion que, par le fait que les gens soient nostalgiques, ils le sont, hein. C'est un fait, ils le sont, selon cette vidéo donc. Parce que les gens sont nostalgiques, on va faire des produits culturels nostalgiques. Non, non. La société et la culture, c'est un petit peu un principe d'interdépendance. Sans la société qui vit, la culture n'existe pas, et la culture n'existe pas si la société ne vit pas. Ils ont besoin l'un de l'autre. Pour autant, la culture et la société, tout est autant divers. Les deux sont d'une diversité incommensurable. On ne peut pas partir du simple fait que je suis youtubeur qui établit que la nostalgie est quelque chose que j'aime bien et que je regarde souvent dans les films. On ne peut pas établir ce fait comme étant un fait qui s'attribue à tout le monde. Et, par extension, qui s'attribue au monde. Et par deuxième extension, qui s'attribue à la culture. On ne peut pas juste dire ça comme ça. Les gens qui font du marketing ont très bien compris que proposer un produit nostalgique, c'est le coup sûr de faire des entrées au cinéma. Parce qu'on parle de cinéma. Hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce qu'on n'a pas forcément encore bien détaillé qu'est-ce qui se passait ou quoi que ce soit. On reste toujours très flou, mais bon, cette personne, on sait très bien qu'elle établit qu'on parle du cinéma. Les gens, tous ces marketeurs qui font des produits doudou, ils ont compris que c'était l'assurance d'avoir de l'argent au box-office. C'est tout. C'est tout. Heureusement que Jurassic World a fait un carton à son entrée. Heureusement. Parce que quand on analyse un petit peu le film en lui-même, c'est creux. C'est vide d'intérêt. Il n'y a rien dans ce film qui est attrayant, si ce n'est le fait, que c'est la licence Jurassic Park. Les gens qui font des produits culturels, qui font appel à la nostalgie, sont des gens qui ont envie de faire de l'argent. Progressons. On le voit dans les films qui font des suites de reboots, de spin-off, de suites pour continuer à relancer des produits connus et donc plus adeptes de faire payer le spectateur, mais aussi dans les séries où la plus connue de toutes, série doudou parmi les doudous, s'appelle Stranger Things et n'a consisté qu'à repomper 3/4 du scénario de Beyond Two Souls, ajouter quelques bestioles très 80s et des visages oubliés de cette époque, des références à tout va et hop, vous avez votre série qui vous fera dire dans les dîners « Oh mais cette série elle me rappelle tel film, c'est si fou !» La nostalgie n'a pas amené à créer la nouveauté en s'inspirant. Oui... Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, pardon. Voilà, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exactement attention au timer entre le moment où j'ai arrêté, j'ai discuté un petit peu, et le moment où j'ai repris, ce moment où j'ai écouté, donc. Et oui, très bien, donc on parle de Stranger Things. Oui, Stranger Things, effectivement, c'est une série dont le synopsis prend place dans les années 80. Très bien, et ensuite, c'est une mauvaise série, Stranger Things? C'est une bonne série, Stranger Things? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être une si bonne série que ça. Visiblement parce que ça a repompé quelques éléments de scénario de Beyond Two Souls et que ça a pris quelques créatures de ci, de là, de je ne sais quoi, bref. Donc oui, Stranger Things existe. Et effectivement, ça prend... des éléments des années 80 pour exister. D'accord, très bien. Et donc, quoi? Je ne sais pas, personne ne le saura. Voilà, vous vouliez un exemple de quelque chose qui prend d'avant pour faire maintenant. Vous l'avez, voilà, c'est tout. Et ça n'ira pas plus loin.
Et puis voilà, hein. Donc si ça n'ira pas plus loin, pourquoi nous irons plus loin? Donc progressons tout de suite, hein, parce qu'il a eu au moins la décence de nous faire une petite blague là, après ça. Voilà, on aura eu le droit à une blague, grâce à ça. C'est quand même bien, non? Dans tout ça, on arrive à trouver une blague. Quelque part, c'est plutôt beau. La nostalgie n'a pas amené à créer la nouveauté en s'inspirant. La nostalgie a amené à recycler pour mieux consommer. Les zones de confort, ça rassure les investisseurs qui savent déjà pourquoi ils payent vu que... On y arrive. Il arrive quand même à dire quelque chose que j'ai dit donc il y a très peu de temps. À savoir que oui, effectivement, la nostalgie est faite pour vendre. Ok, très bien. Bah, je l'ai dit avant, quoi. On peut passer à la suite, allez. paye vu que le produit a déjà été fait sous plein d'autres formes différentes, mais ça apaise aussi le consommateur parce qu'il sait déjà qu'il sera pas déçu puisqu'il a déjà consommé ce qu'on lui présente avec une étiquette. Non mais en vrai c'est pas pareil qu'avant, mais un peu pareil quand même, mais tu verras ça ira. Mais attention, parce que le risque est de trop en faire et de dégoûter le spectateur, de le rendre méfiant, de lui faire se poser des questions du style est-ce que ce jeu en 2D est en 2D parce que c'est une volonté artistique ou est-ce que c'est pour rassurer les acheteurs? Pourquoi d'un seul coup est-ce qu'on parle de jeux vidéo? C'est une question, hein, c'est tout con, c'est tout bête. Hein. Et pourquoi d'un seul coup est-ce qu'on parle de jeux vidéo? Alors je veux bien comprendre que quand on s'essaye à l'exercice de la critique, on tente de prendre des images, qu'on essaye de faire des métaphores. Et pourquoi d'un seul coup le jeu vidéo? Pourquoi prendre en exemple... j'ai oublié le nom. Cuphead. Voilà, j'avais oublié, je ne sais plus pourquoi. Bon, bref, j'avais oublié. Donc Cuphead, pourquoi prendre Cuphead? Donc qui visiblement, oui, a une direction artistique exprès en 2D, style cartoon des années 50 environ. Oui, d'accord, pourquoi est-ce que ce jeu-là, oui, par rapport au remaster de DuckTales, qui lui aussi était en 2D, donc oui, le principe, c'est d'essayer donc de faire croire que la 2D serait un élément de nostalgie. De la nostalgie pour qui, exactement? Oh, ça m'intéresse un petit peu parce que bon... Là, on en vient à un point aussi assez important. On parlait tout à l'heure des années 60 jusqu'à 2000. Alors, je sais pas vous, mais moi, les années 60 à 90, je connais pas. Enfin, tout du moins jusqu'à 89. Après 90, bon bah j'étais pas né non plus, jusqu'à 93, mais toutes les années 60 jusqu'à 93, donc je ne connais pas. Déjà quand je suis né, on était déjà à l'ère... Attendez, 83 c'était déjà le début de la Nintendo. 10 ans après, il y aurait, je ne sais plus exactement, je dirais qu'on était peut-être déjà dans la 3e génération de consoles. Donc peut-être oui, éventuellement, on était peut-être déjà dans la 64. Si jamais je dis des conneries, hein, je mettrai des annotations quelque part. Mais donc c'était déjà la 3e, au moins, environ, la 3e génération de consoles. Ou tout du moins, si j'avais pu prendre conscience des jeux vidéo, on était au moins à la 3e génération de consoles. La 2D, ça serait intéressant. Ça rendrait nostalgique les gens qui auraient connu la 2D. Ah bon? Alors je dis pas, hein, il y a de très bons jeux en 2D, mais un jeu en 2D n'est pas forcément... Je ne vois pas du tout où est-ce qu'on veut en venir. L'attrait 2D serait intéressant? Enfin bref, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on fait un parallèle avec Cuphead et DuckTales Remaster. Parce que visiblement ça jouerait sur la nostalgie. La nostalgie pour moi je comprends pas. Hein. Enfin pas parce que par rapport à tout à l'heure comme je le disais je n'y suis pas sensible. Non, c'est plus dans le sens où vu que je n'ai pas connu les jeux 2D rétro véritablement comme ça, je les ai connus que très tard en plus. Comment je pourrais être nostalgique par rapport à ça? Comment d'ailleurs est-ce que les gens qui ont à peu près mon âge, comme cette personne qui est dans la vidéo, pourraient être nostalgiques des années 60 à 90 environ? Pas les années 90 comprises, hein, les années 90 à partir de l'année 90 quoi. Comment je pourrais faire les gens qui ne sont pas nés avant pour être nostalgiques?
de ce moment-là, c'est quelque chose que je n'explique pas, et c'est quelque chose qu'on ne nous expliquera pas. Donc, passons.